production, Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie était la meilleure chose à faire cet été ? Ventiler nos esprits, sublimer nos couchers de soleil et entretenir nos discussions d'apéro. Avouons que les vacances sont un moment singulier. Il y a ceux qui se disputent en remplissant le coffre de la voiture, ceux qui prennent le train pour la colo avec une étiquette autour du cou, ceux qui n'ont pas les moyens de partir et qui jouent au ballon dans la rue. Il y a ceux qui profitent du mois d'août, enfin seuls au bureau. Ceux dont les tablés ne comptent plus les convives. Ceux qui préfèrent la montagne au sable brûlant. Ceux qui pestent contre les moustiques. Et ceux qui font des siestes à rallonge. Il y a ceux que ça angoisse de partir. Et ceux que ça angoisse de rentrer. Il y a ceux qui aiment les parcs d'attractions. Et ceux qui ne jurent que par les criques désertes. Il y a les sandwichs sur le bord d'autoroute et les tables avec nappe. Il y a les fidèles et les novices. Ceux qui savent où s'achète la meilleure gaufre et ceux qui cornent les pages du routard. Ceux qui choisissent les nationales et ceux qui jouent au Uno à l'aéroport. Ceux qui économisent le parking et ceux qui claquent le travail de l'année. Il y a les saisonniers qui triment en attendant l'hiver à Bangkok, ceux qui gardent les chats des voisins, ceux qui ont une grand-mère et ceux qui ne voient plus leur famille, ceux qui écrivent des cartes postales et ceux qui n'allument plus leur téléphone. Il y a les protections 50 et ceux qui mettent de l'huile au monoeil. C'est quelque chose l'histoire des vacances. Une somme de comportements qui tissent nos souvenirs autant que notre sociologie. Un espace où nos esprits font face à cette somme d'émotions confuses qui se baladent en nous depuis l'enfance. Alors, que vous partiez ou non, que vous aimiez les congés ou pas, j'avais envie de vous accompagner à travers ces quelques épisodes. Et surtout, je vous souhaite un été qui vous ressemble. Un été sans projection, un été qui ne soit pas déjà la rentrée. Un été surtout qui soit le vôtre et qui vous rappelle que la philosophie est toujours là pour vous accompagner. J'entendais l'autre jour le témoignage de quelqu'un qui, à la radio, témoignait qu'après 6 mois de disparition, son chat venait de franchir à nouveau la porte de chez elle. Il agissait comme si son arrivée était tout à fait normale et répondait à la simple logique de la quotidienneté. Ce qui m'a touchée dans ce témoignage, ce n'est pas tant l'histoire de ce chat fugueur, qui revient comme le fils prodigue, mais plutôt le timbre de la voix de la femme racontant ce récit. Entre rire, larmes et soulagement, elle ne cessait de répéter une seule et même phrase. 2020, c'est vraiment l'année des montagnes russes émotionnelles. Et en l'écoutant, je dois dire que moi aussi, j'ai eu un pincement au cœur. Les émotions, quelle étrange affaire. Ces dernières années, elles sont partout. En couverture de magazines, dans des formations pour adultes et aussi pour enfants, dans des livres promettant d'apprendre à les dompter, ou du moins à les endiguer, pour une existence un peu plus supportable. Mais on oublie un peu vite ce que les philosophes ont à nous dire dessus, et surtout ce qu'elles sont réellement. Méprisées par Platon, vous allez le voir, souvent confondues avec les sentiments et les passions, les émotions sont à la fois le socle de notre vie intérieure, mais aussi une dimension méconnue de l'être humain, une zone un peu étrange. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un voyage à travers elles. Et on va essayer de réfléchir ensemble à quelle est leur vraie nature et à quoi servent-elles. Je crois que nous l'avons tous vécu. On se lève, on prend notre douche, notre petit déjeuner. On est un peu oppressé, un peu stressé par la journée qui s'annonce.
Déjà en retard, on renverse du café sur notre jean. Il faut changer, tandis qu'au même moment, notre téléphone sonne et notre meilleure amie nous annonce que sa fille est malade et qu'elle annule le dîner de ce soir. Tout à coup, on oscille entre compassion, puis un peu de frustration parce qu'on avait très envie de la voir. Rien ne se passe comme prévu. Puis finalement, arrivé au travail, on découvre dans nos emails qu'un client répond favorablement à notre proposition. Alors là, ça y est, l'humeur change, on est soulagé, notre souffle s'apaise, notre dos se redresse. Il est 9h à peine et nous avons déjà traversé un océan émotionnel. Toute la journée, notre vie consciente est ponctuée par des émotions qui se déclenchent sans que nous en ayons le contrôle. Et encore, dans la journée que je viens de vous décrire, je n'ai parlé que des petites secousses du quotidien. Un email, un coup de fil, un café renversé. Je n'ai pas évoqué ces émotions fortes, tous les déchirements que nous avons au cours de notre vie. Ces crises qui plongent notre existence dans des méandres incontrôlables pendant des périodes entières, comme la tristesse d'un deuil, la peine, le chagrin provoqué par une séparation, ou au contraire, l'emballement d'un projet, les palpitations amoureuses. Alors que faire ? Que faire face à ces aléas, à ces vertiges, à ces tumultes ? En fait, on s'aperçoit qu'il y a 2 attitudes extrêmes que l'on peut déjà mettre de côté et écarter. La première consisterait à se laisser envahir par les émotions, à ce qu'elles deviennent totalement reines, à ce qu'elles triomphent de nous, à ce qu'elles nous submergent. Imaginez un instant si nous n'avions plus de contrôle, si nous affichions aux autres tous nos ressentis, si nous révélions en plein jour le vacarme qui se joue en nous. Quel rapport aurions-nous avec nos familles, avec nos amis, avec nos collègues et même avec les gens dans la rue? Pourtant, il semble aussi évident que l'attitude inverse, qui consisterait à les dissimuler, soit tout aussi dangereuse. Étouffer nos ressentis ne peut mener qu'à un déferlement plus grand encore. Une fois que le trop-plein, tout d'un coup, nous dépasse, déborde, nous fait chavirer, qu'on ne peut plus le retenir. Alors que faire ? Entre se laisser submerger ou dissimuler, nous n'avons peut-être pas d'autre choix que d'essayer de les comprendre. Et pour cela, il faut déjà clarifier un problème majeur de vocabulaire. Car ce qui rend les émotions difficiles à comprendre pour nous, c'est qu'en fait, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Il y a une certaine confusion qui les entoure. Elles se mélangent avec les sentiments et les passions. En fait, utiliser le même terme, c'est s'interdire de saisir clairement ce qui distingue ces différents mots. Étymologiquement, émotion vient du latin motio, mouvoir. Le terme désigne donc ce qui met en mouvement. Alors que le terme passion vient du latin passio, lui-même apparenté au grec pathos, qui signifie souffrance. Donc en somme, d'un côté, nous avons l'émotion, active, positive, qui déclenche un mouvement en nous, même si parfois c'est du vacarme. Et de l'autre côté, la passion, qui est considérée comme une sorte de maladie, quelque chose qui viendrait frapper l'être humain, qui vient nous faire subir quelque chose de non souhaité, et nous terrasse, nous condamne à la passivité. Alors, que faire des sentiments dans tout ça ? Eh bien, les sentiments, eux, sont de nature plus intellectuelle, plus abstraite. Et en fait, toute la difficulté de notre affaire, c'est que nous employons souvent un terme unique, comme par exemple tristesse ou colère, pour nommer tantôt un sentiment, tantôt une émotion. Je vous donne un exemple. Quand je dis au revoir à quelqu'un que j'aime, sur le quai d'une gare, j'éprouve une émotion de tristesse. Mes yeux se chargent de larmes, je tremble un peu, j'ai envie de le serrer dans mes bras, de plus le lâcher. Par contre, quand je pense au temps qui passe, à ces lieux dans lesquels on ne reviendra plus, là, j'ai un sentiment de tristesse. Alors bien sûr, la frontière entre les deux paraît ténue. Mais elle ne l'est pourtant pas tant que ça.
Car en fait, l'émotion engage dans tous les cas un mouvement, des manifestations corporelles. Les larmes, le fait de taper du poing sur un volant parce qu'on est énervé. À l'inverse, un sentiment nous fera jamais courir, nous fera jamais nous battre. Une émotion, si. L'émotion transporte le corps, le sentiment transporte l'âme. L'émotion nous fait rougir, nous fait blêmir, accélère notre pouls, libère en nous une décharge d'adrénaline. Dans l'émotion, l'âme et le corps sont liés. Donc, émotion, la mise en mouvement, passion, la souffrance, sentiment, la projection intellectuelle. J'espère que c'est déjà un peu plus clair. Mais dans cet effort de compréhension, il est plutôt tentant d'aller, comme toujours, rencontrer quelques philosophes. Et s'il y a bien une discipline où les émotions n'ont pas bonne presse et où l'on les critique au nom de la raison, c'est bien en philosophie. Cette méfiance à l'égard des émotions est exprimée pour la première fois par un philosophe, et non des moindres, Platon, dans le livre 4 de la République. Dans ce dialogue, Socrate propose une description de l'âme humaine. En fait, il la décortique. Et de cette façon, il distingue dans l'âme 3 parties. La première, c'est le principe désirant, c'est-à-dire le désir, l'appétit, qui est orienté vers un but bien précis. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? L'autre partie de l'âme, c'est l'ardeur morale, qui est aussi appelée thymos en grec, c'est-à-dire la colère, le courage, la partie irascible, indomptable. La troisième partie, enfin, c'est le principe rationnel, la pensée, l'accès au divin. Alors je suppose que vous le devinez, les émotions sont liées plutôt au thymos, à la vie thymotique, aux humeurs, au cœur, et elles occupent donc une place intermédiaire entre le bas-ventre et la tête. En fait, pour être exact, Platon ne condamne pas les émotions, mais il exige qu'elles soient étroitement maîtrisées et soumises aux principes rationnels, soumises aux principes de raison. Donc en fait, en décortiquant ces 3 parties de l'âme, il donne des ordres, une hiérarchisation, il donne des ordres de priorité. Non seulement c'est le principe rationnel qui doit commander, mais il est souhaitable que les autres parties n'entrent pas en conflit avec lui. En fait, cette répartition de l'âme, peut-être que vous vous en êtes aperçu, mais a traversé les siècles. Et la division freudienne entre le ça, le moi, le surmoi, n'est peut-être qu'une reformulation de ces 3 instances. L'émotion est donc placée plus bas que la raison. Et pour Platon, il est tout à fait souhaitable que celui qui veut être sage, celui qui veut être philosophe, travaille à se rendre impassible. Poker face, sans quoi sa lucidité serait menacée. L'idéal, ce serait donc de conserver un strict contrôle par les facultés intellectuelles supérieures de nos trépidations émotionnelles. Bref, on n'est pas exactement dans la valorisation contemporaine de la sensibilité. Pour que les émotions trouvent leur juste place, il va falloir attendre un peu. Et même attendre le 19e siècle. Car le premier à s'être vraiment intéressé aux émotions en tant que telles, et à leur avoir accordé une place fondamentale, c'est Charles Darwin, avec son ouvrage pionnier, qui s'appelle « L'expression des émotions chez l'homme et l'animal », publié en 1872. Donc, plus de 2000 ans après Platon, il est le premier penseur à affirmer que le langage des émotions, ainsi qu'on l'a autrefois nommé, a certainement son importance pour le bien de l'humanité. C'est pas rien. Quels sont les bienfaits de la vie émotionnelle qui lui donnent toute son importance ? Pourquoi Darwin ose une telle parole ? Eh bien, c'est que pour lui, les mouvements expressifs de la face et du corps, donc du visage et du corps, permettent des formes de communication extrêmement rapides et par là même représentent un avantage adaptatif.
Imaginons qu'une bombe explose, qu'un incendie se déclare dans une maison. Les humains n'ont pas le temps de discuter de ce qu'il convient de faire. Mais les émotions qu'ils expriment leur permettent de se mettre à coopérer très rapidement et alors d'adopter le bon comportement. Si j'exprime de la peur sur mon visage, évidemment, la personne en face de moi va comprendre qu'il y a un danger. Si pendant un déjeuner de famille, votre enfant se précipite sur son assiette alors que tout le monde attendait la maîtresse de maison, croyez-moi, un froncement de sourcils suffira pour le rappeler à l'ordre. L'expression faciale de nos émotions, souligne Darwin, est ce qui permet la communication entre nous. Et c'est ce qui permet aussi la communication entre la mère et son enfant, bien avant que l'enfant comprenne le langage oral. Elle sourit pour approuver, dit-il, et par là engager son enfant sur le bon chemin. Elle fronce les sourcils pour désapprouver. Et nous le faisons tous les jours, entre les gens, même des inconnus, même ceux qui ne partagent pas notre langue, même ceux qui ne nous comprennent pas. Notre visage raconte, et les émotions qu'il porte racontent quelque chose sur nous, sur le contexte, et donc nous permettent d'adopter le comportement le plus approprié possible. Il y a un autre philosophe qui s'appelle William James qui va emboîter le pas à Darwin. C'est un psychologue américain et James va faire de l'émotion un élément capital de notre vie. Ainsi d'ailleurs que quelque chose digne d'intérêt pour la philosophie. Dans un article qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une émotion ?», publié en 1884, le philosophe soutient une thèse originale. Pour James, il est faux de dire que si je vois un ours, cette vision déclenche en moi une émotion, par exemple la peur, et que celle-ci me fait courir, puis que je suis essoufflée et que mon cœur bat plus vite. Pour lui, l'ordre pertinent serait plutôt « je vois un ours, je me mets à courir, je m'essouffle, je transpire, mon cœur bat la chamade, et je dis finalement, une fois en sûreté, « Ouh, j'ai eu peur ». Pour James, la formulation la plus rationnelle, c'est que nous sommes tristes parce que nous pleurons. Nous sommes en colère parce que nous combattons. Nous sommes apeurés parce que nous tremblons. Les émotions ne sont pas des causes, mais des conséquences d'une action. Elles nous permettent de constater que le monde a un impact sur nous. Alors évidemment, aujourd'hui, les neurosciences ont beaucoup avancé depuis les intuitions de Darwin et de James. En fait, les neurosciences proposent aujourd'hui plusieurs modèles d'explication des émotions. Sans entrer dans les détails de leurs différences, on retient qu'en fait, les modèles s'accordent pour faire de l'émotion un processus dynamique. Il se passe plein de choses. Il y a un point de départ dans une expérience sensorielle qui joue un rôle d'activateur, qui remonte ensuite vers la conscience, qui redescend vers l'action. Bref, les émotions sont un processus complet, qui intègre tout un tas de composantes sensorielles, cognitives, physiologiques, qui discutent entre elles. Alors, une fois qu'on les a un peu plus comprises, en tout cas qu'on a compris leur importance, reste que certains philosophes ont voulu les classer. Quelques exemples simplement, il y a quelqu'un qui, dans un article de recherche qui a fait date, qui s'appelle Ekman, Paul Ekman, il a proposé une classification identifiant 6 émotions de base. La peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la joie, la surprise. L'originalité, c'est qu'il montre que, même en comparant des cultures différentes, lui, il en compare 5, États-Unis, Brésil, Chili, Argentine, Japon, et 2 cultures sans écriture, de Nouvelle-Guinée, eh bien, tous les tests permettent de montrer, avec beaucoup de stabilité, que ces 6 émotions de base sont présentes dans toutes les cultures. Et non seulement elles sont présentes dans toutes les cultures, mais elles activent les mêmes muscles du visage. Donc, le vernis culturel vient pas à bout du rougissement, du rire, des pleurs, des froncements de sourcils. Tout le monde le comprend. Pour finir, un mot sur un philosophe qui était très favorable aux émotions, c'est évidemment Spinoza.
chez qui les émotions sont un baromètre utile et précieux. Il y a certaines professions qui exigent qu'on ne panique pas. Et en cas de panique, le geste du chirurgien peut devenir par exemple tremblant. Ou le trader qui risque de vendre au mauvais moment est perturbé par ses émotions. Eh bien, au lieu de vouloir les chasser, au lieu de vouloir faire disparaître cette panique, Spinoza nous incite plutôt à les considérer. L'émotion est importante, quels que soient nos métiers. Et certes, il ne faut pas se laisser dominer par elle, mais elle contient parfois des pressentiments dont on doit absolument tenir compte. La raison calcule, la raison est efficace, la raison est rationnelle. Mais la raison est parfois bien trop lente. Et l'intérêt, c'est de considérer que si on n'est pas bien dans un endroit, si on n'est pas à l'aise dans un geste, peut-être faut-il être capable d'écouter ce que l'émotion a à nous raconter. Bref, si les émotions ont été parfois négligées dans l'histoire de la pensée jusqu'à une période assez récente, ça explique pourquoi aujourd'hui leur nature est encore peu comprise. En tout cas, quelle que soit notre position par rapport aux émotions, on peut toujours considérer qu'elles sont des informations sur l'état du monde, sur l'état de nous-mêmes, qu'il convient donc de les écouter. On peut aussi considérer qu'elles sont des expériences qui donnent toute la saveur à notre existence. Et puis, on peut considérer aussi que si on s'intéresse à elles, c'est parce qu'elles nous permettent, plus que tout autre, de nous aider à communiquer. Information, expérience, communication. Quoi qu'il en soit, les émotions sont particulièrement précieuses, indispensables, dans notre intimité, comme dans nos relations sociales et professionnelles. Je vous laisse avec un texte qui me touche beaucoup. Un texte d'une auteure dont j'ai déjà parlé ici, qui s'appelle Olivia Rosenthal, et qui dit ceci. C'est alors que je comprends. Pour la première fois, je comprends. Ça n'a pas d'importance. Ça ne révolutionne pas le monde. Ça n'interdit pas le dialogue. Ça n'a pas l'effet désastreux que je n'ai cessé de craindre. Pas besoin de se défendre. Pas besoin de refuser. Pas besoin de se protéger. La géographie a vaincu mes résistances. Je peux maintenant revoir le film. Je n'ai plus peur, je n'ai plus honte. Je sais que je pleure. Pour autre chose. Que j'en profite pour m'abandonner. Comme si l'abandon était la condition nécessaire, suffisante, paradoxale, d'une future consolation. Je vous laisse à vos colères, à vos fous rires, à vos chagrins. Dans 15 jours, cette fois c'est promis, nous parlerons de désobéissance. Et en attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy et parfois même de plus émouvant que la philosophie.